Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette édition spéciale des grandes entrevues de Radio-Québec. Nous recevons aujourd'hui, pour l'anniversaire du 11 septembre, 23 ans plus tard, le conférencier et architecte Richard Gage, qui a accepté gracieusement de nous accorder une entrevue malgré son emploi du temps chargé. Je vous avais promis dans plusieurs webjournaux d'approfondir la question du 11 septembre parce qu'elle est importante en ce qui concerne notamment la géopolitique et aussi la politique intérieure américaine. Rappelez-vous, c'est ça qui a déclenché, ça a été utilisé comme justification pour déclencher un certain nombre de conflits et de réarranger les lois à l'intérieur du pays. Des lois qui nous ont rapprochés de la dictature, la société de surveillance, etc. Ça a commencé avec ça et on en a vu une expression depuis quelques années avec la COVID, ce que M. Gage a, à juste titre, rappelé à nos auditeurs à la fin de l'entrevue. Il est donc sur la même ligne que nous sur la COVID. Au sujet de la surextension des pouvoirs gouvernementaux, les mensonges, etc. Le prototype de tout ça, c'était le 11 septembre. C'était les attentats du 11 septembre. Et donc, évidemment, Richard Gage ici, lui, c'est un architecte et donc il s'est concentré sur ce qu'il maîtrise, c'est-à-dire la structure des bâtiments. Et donc, on a surtout parlé de les impossibilités de la thèse officielle concernant l'effondrement du bâtiment, l'utilisation d'explosifs. Donc, si des explosifs ont été utilisés, il faut comprendre qu'il y avait connaissance a priori des attentats et que c'est pas des barbus en babouche qui nous ont fait ça, qui ont pris le contrôle des avions, etc. C'était une organisation, une opération planifiée de longue date avec énormément de ressources, etc. Donc, on parle surtout de démolition contrôlée. Il y aura d'autres webjournaux subséquents sur le 11 septembre où est-ce qu'on traitera différents aspects. On pourra parler du Pentagone, etc. On lui a posé la question aussi s'il y avait eu des avions qui étaient réellement rentrés dans le 11 septembre. Beaucoup de personnes disent que c'est des hologrammes, etc. Vous écouterez sa réponse. Et la présentation de M. Gage ici, avant de passer au clip de présentation et l'entrevue, la présentation de M. Gage repose sur des faits scientifiques irréfutables. Et là, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Patrick Lagacé en ce 11 septembre 2024, qui disait encore il y a quelques semaines avoir interviewé les théoriciens de la conspiration au sujet du 11 septembre et qui avait complètement débunké leurs affirmations. À l'époque, j'avais vu le reportage de Patrick Lagacé et il n'y avait aucune substance dans son reportage, c'est-à-dire que la seule chose qu'il faisait, c'était de dire « oui, mais il y a d'autres personnes qui disent le contraire ». Alors, quand on lui a proposé des faits, les seuls arguments qu'il mettait de l'avant, c'est « oui, mais il y a des experts qui disent le contraire ». Oui, mais il y a des experts qui disent le contraire. Et c'était finalement sans substance, sans aller au fond des choses. Richard Gage, ici, va au fond des choses avec la science et montre les incohérences du rapport final. Et donc, j'invite Patrick Lagacé à écouter ce webjournal de Radio-Québec et de tenter de réfuter ce qui est mis de l'avant par Richard Gage. Alors voilà, sans plus tarder, pour ne pas prendre trop de temps, on passe au clip de présentation et immédiatement, on vient avec l'entrevue avec Richard Gage. Monsieur Richard Gage. Richard Gage est un architecte de la baie de San Francisco et membre de l'American Institute of Architects. Il a fondé et était PDG de l'association Architects and Engineers for 911 Truth, une organisation qui compte aujourd'hui plus de 3600 membres. Il mène maintenant, aux côtés de sa femme Gail, l'effort mondial pour une réouverture de l'enquête sur les attentats du World Trade Center. M. Gage a été invité de nombreuses émissions télé et podcasts et a contribué à la production de films documentaires sur les attentats du 11 septembre. Nous sommes heureux de le compter parmi nous aujourd'hui. Monsieur Richard Gage, bienvenue à Radio-Québec. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci Alexis. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Nous avons parlé du 11 septembre dans certaines de nos émissions et nos téléspectateurs ont posé beaucoup de questions. Certains d'entre eux sont des personnes débutantes ou novices sur le sujet. Nous avons aussi des auditeurs plus expérimentés qui connaissent bien certains aspects techniques. À Radio-Québec, nous parlons généralement de politique et de la géopolitique des États-Unis. Mais nous devons comprendre que le 11 septembre est au cœur de notre politique et de notre géopolitique, car il a servi d'excuse pour déclencher une série de guerres, en particulier au Moyen-Orient, et tous ces mensonges, toutes ces guerres étaient fondées sur des mensonges sur la fabrication de la vérité, comme nous allons le voir dans votre exposé.
Il est donc important que nous comprenions exactement ce qui s'est passé ce jour-là, afin que nous soyons un public averti et que cela ne se reproduise plus et qu'il ne puisse plus nous jouer ce genre de tour à l'avenir. Monsieur Gage, vous êtes architecte. Pouvez-vous nous dire un peu ce que font les architectes et nous parler de votre parcours? Oui, en effet, 3 décennies d'expérience dans des projets assez complexes, comme vous l'avez mentionné. Et les architectes sont... Il y en a plusieurs sortes. Il y a un groupe qui conçoit les bâtiments que nous voyons autour de nous. Ils les imaginent, ils les conçoivent, ils les dessinent sur papier, de jolis croquis. Ce que je fais, c'est que je prends ces jolis croquis et je les transforme en réalité. Je m'assure que les documents de construction soient élaborés. Je me coordonne avec les ingénieurs et pendant la construction, je veille à ce que l'entrepreneur construise ce que nous avons conçu sur les plans de travail. D'accord, alors allons-y, puisque nous avons quelque chose comme 1 heure. Passons aux preuves. Vous avez une série de points que vous voulez aborder, par exemple, ce qui est arrivé au World Trade Center 7, la chute libre du bâtiment, la fonte de l'acier, la destruction des preuves, la connaissance préalable des événements et toutes ces choses comme les explosions à l'intérieur du bâtiment. Vous avez donc une présentation PowerPoint que vous allez nous présenter. Alors, si nous la passions en revue et que vous commenciez votre présentation, allez-y. Alors oui, dites-moi. Si j'ai des questions, je les poserai peut-être au milieu de votre présentation, mais nous allons surtout vous laisser faire votre présentation. D'accord, oui. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Est-ce que nous partageons l'écran maintenant? Oui. Très bien. Je suis ravie d'être ici. Il faut du courage pour connaître la vérité sur le 11 septembre. Cela a été difficile pour moi. La première fois que j'ai entendu parler de la destruction de ces tours, c'était lors d'une interview à la radio en 2006. J'ai été choquée au plus haut point de constater qu'il y avait notamment une 3e tour dont j'ignorais l'existence. En fait, la plupart des architectes ne savent rien de cette 3e plus grave défaillance structurelle de l'histoire moderne. Vous savez, après les tours jumelles, le bâtiment 7 aurait dû être étudié dans toutes les écoles d'architecture et d'ingénierie. Et pourtant, les gens ne sont pas au courant. Nous organisons des conférences dans tout le pays. Nous essayons de faire connaître ce bâtiment. C'est un gratte-ciel de 47 étages qui s'est effondré le 11 septembre. Il n'a pas été touché par un avion. C'est le bâtiment le plus haut de la plupart de nos États. Ces tours étaient minuscules à côté des tours jumelles, qui étaient les bâtiments les plus hauts du monde à l'époque où elles ont été construites. Cette tour est gigantesque en elle-même. Chaque étage a la taille d'un terrain de football. La voici, séparée de la tour nord d'une longueur d'un terrain de football. Elle a résisté à l'effondrement des tours jumelles. Quelques-unes des poutres qui ont été éjectées de façon latérale des tours ont atterri sur le bâtiment 7. Nous reviendrons sur l'expulsion de ces lourds objets en acier des tours. Mais ici, le bâtiment se tient très bien sur la droite. Voici donc ce qui s'est passé dans l'après-midi du 11 septembre, environ 7 heures après la chute des tours. Il s'agit d'un événement isolé. Le penthouse est, en haut à gauche, s'effondre. Puis 6 secondes plus tard, c'est tout le bâtiment qui s'écroule. Nous avons déjà vu cela auparavant. C'est donc une démolition contrôlée, n'est-ce pas? Et cela y ressemble beaucoup. Le NIST, l'Institut national des normes et de la technologie, a donc dû fournir de nombreuses explications. Et voici l'une de leurs explications. Ce que nous avons découvert, c'est que des incendies incontrôlés dans des bâtiments ont provoqué un événement extraordinaire. L'effondrement du World Trade Center numéro 7 était principalement dû à un incendie. D'accord, cela s'est donc produit à cause d'incendies? Eh bien, examinons ces incendies, Alexis. Nous avons les pires incendies en photographie. Les pires incendies dont nous avons des preuves photographiques ou vidéo. Il y en a peu. Ils sont petits et dispersés dans tout le bâtiment. Rien ne fait s'effondrer un bâtiment, n'est-ce pas? Rien qui puisse faire s'effondrer un bâtiment. Il n'en a pas l'air, en tout cas.
Et nous verrons que cette spéculation, avec laquelle je suis d'accord, développe une hypothèse et renforce une théorie selon laquelle, non, cela n'a pas pu être le cas. Mais d'abord, regardons ces incendies. Ces incendies ont disparu au niveau d'intérêt du NIST. Nous y reviendrons. C'est au 12e étage qu'ils ont élaboré leur théorie sur le déclenchement de l'effondrement. Mais aucune structure en acier à protéger contre le feu ne s'est jamais effondrée dans l'histoire à cause d'incendies. Et nous avons des incendies beaucoup plus chauds, plus importants et plus durables dans ces bâtiments. Et ce, même après le 11 septembre, soit dit en passant. Il s'agit d'autres bâtiments qui étaient en feu et qui sont toujours en place. Des bâtiments qui ont été en feu et qui ne se sont pas effondrés. C'est ce que vous dites. Oui, et ils sont entièrement engloutis. C'est le premier exemple d'un immeuble de 7 étages. Nous devons donc nous demander s'il existe d'autres exemples de bâtiments qui se sont effondrés de la sorte. Et pour votre observation, oui, il y a des douzaines et des douzaines et des douzaines d'implosions contrôlées qui se sont produites lorsque les bâtiments étaient abattus sur la droite par rapport au bâtiment 7 sur la gauche. Y a-t-il une comparaison? Oui. Eh bien, est-ce suffisant pour suggérer que le NIST aurait dû fournir une analyse de cet événement, de cette hypothèse, d'autant plus que le feu, la cause officielle de l'effondrement de ce bâtiment, n'a jamais fait s'effondrer une structure en acier protégée contre le feu dans l'histoire. Nous devons donc commencer à examiner attentivement cette question et c'est ce que nous faisons. Monsieur Gage, Larry Silverstein, le propriétaire, n'a-t-il pas dit qu'ils avaient décidé de le démolir? Nous y reviendrons. D'accord. Et oui, parce que c'est un élément important. Nous ne voulons pas l'oublier. Mais d'abord, nous devons examiner les preuves et les indices d'une démolition contrôlée typique, ses caractéristiques. Nous allons les passer en revue rapidement, une par une. Caractéristique numéro 1. Y a-t-il un début soudain à la destruction du bâtiment? Écoutons Dan Rather de CBS. Amazing, incredible, pick your word. For the third time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. Eh bien alors, qu'est-ce que c'était Dan? Délibérément détruit par... Il utilise son intuition, Alexis. C'est ce que nous devrions tous faire. Nous avons un cadre de référence sur la façon dont ces bâtiments se sont effondrés. Du moins celui-ci, le bâtiment 7. Nous l'avons vu comme les vieux hôtels ici en Amérique. À Las Vegas, avons-nous une caractéristique d'effondrement rectiligne et symétrique, la deuxième de démolition contrôlée? Regardons depuis la rue Ouest. L'effondrement est plutôt rectiligne et symétrique. Comment obtient-on ce niveau de symétrie? Il faut enlever toutes les colonnes de noyau, c'est-à-dire 24 d'entre elles, instantanément à une fraction de seconde d'intervalle. Puis les colonnes extérieures environ une seconde plus tard. Qu'est-ce qui peut produire cela? Eh bien, pas cela, par ces incendies. Encore une fois, les pires incendies dont nous avons les preuves photographiques et vidéo. Bon, ça devient intéressant maintenant à quelle vitesse le bâtiment s'effondre. Nous avons les documentations très précises. Cela a été mesuré par le physicien, le professeur de physique David Chandler, par exemple. Ce bâtiment est tombé en chute libre. À quelle vitesse? C'est aussi rapide qu'une boule de bowling tombant du ciel, accélérant, devenant de plus en plus rapide à chaque seconde. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a aucune résistance de la part de ces 24 colonnes centrales ou des 81 colonnes restantes du bâtiment. Le NIST reconnaît donc que le bâtiment s'est effondré en chute libre après avoir été publiquement ridiculisé par les membres de la communauté des architectes
et des ingénieurs qui ont déclaré « Hey, il s'est bien effondré en chute libre l'année dernière », parce qu'ils l'avaient déjà nié auparavant. Ils ont dit « Bon sang, il n'est pas tombé en chute libre ». Cela signifierait qu'il n'y aurait pas eu de structure en dessous. Pourriez-vous expliquer à notre public ce qu'est le NIST, le NIST? Oui, le NIST est l'Institut national des normes et de la technologie qui a été chargé par le Congrès d'expliquer ces 3 effondrements au peuple américain. Ils ont donc été mandatés par le Congrès pour expliquer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, et ils ont été payés 20 millions de dollars pour le faire. Et c'est l'une des choses qu'ils ont prétendu ici, que l'édifice n'était pas tombé en chute libre. Puis, ils ont dû ravaler cette affirmation et admettre qu'il était tombé en chute libre. Mais dans le rapport final, ils ne reconnaissent tout simplement pas les implications de cette chute libre. Quelles sont les conséquences du fait que toutes ces colonnes ont dû être retirées une fois de plus? Les colonnes centrales suivies instantanément, une seconde plus tard, par les colonnes périmétriques. Les incendies que nous avons vus pouvaient-ils faire cela? Non, c'est aussi simple que cela. Il n'est pas nécessaire d'être ingénieur pour le comprendre. On peut être un élève de 5e et comprendre cela, surtout quand on voit comment le bâtiment s'est désagrégé, le démembrement total de la structure. 5e caractéristique, nous avions un bâtiment de 47 étages à ossature métallique résistante au choc. De nombreuses colonnes et poutres sont soudées les unes aux autres. Ce bâtiment très solide s'est effondré comme un château de cartes dans une botte de foin de 4 à 6 étages. N'oubliez pas que nous avons déjà vu des bâtiments s'effondrer. Nous pouvions reconnaître le bâtiment en bas. Les colonnes et les poutres ne sont pas coupées les unes des autres. Le bâtiment n'est pas réduit en fine poudre. Allons donc plus loin. Qu'est-ce qui a pu faire s'écrouler ce bâtiment? Peut-être des bruits d'explosion que nous allons rechercher ici. Ici avec Kevin McPadden, ancien infirmier de l'armée de l'air. On a entendu une explosion comme boum. C'était un son distinct. Ce n'est pas comme quand la compression fait boum, 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 comme les planchers qui tombent et s'effondrent. Là, c'était boum, comme si on sentait un grondement dans le sol, comme si on voulait s'accrocher à quelque chose. Pour moi, je savais qu'il s'agissait d'une explosion. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. D'accord, c'est très intéressant. Nous présentons d'ailleurs un certain nombre de ces témoins sur notre site internet à l'adresse suivante: richardgage911.org. Aujourd'hui, nous allons simplement mettre en évidence certaines preuves fondamentales, comme les témoignages d'experts tels que Danny Joenko, l'un des plus grands spécialistes européens de démolition contrôlée. Danny Joenko est l'expert en la matière en Europe. Et qu'est-ce qu'il a dit? Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Het heeft een team gedaan van experts. D'accord, il a visionné cela sur cet ordinateur portable sans qu'on lui dise quand cela s'est produit. Et on lui a montré le bâtiment 7 en train de s'effondrer. Et il a donné une réponse impartiale sans se rendre compte que cela s'était passé le 11 septembre. Et donc, il n'est pas influencé de quelque manière que ce soit. Nous avons 30 ingénieurs structurels signataires de la pétition, comme Kamal Obeid, dans la région de la baie de San Francisco. Une défaillance localisée dans un bâtiment à ossature métallique comme le World Trade Center 7 ne peut pas provoquer un effondrement catastrophique comme un château de cartes sans une perte simultanée et structurée de plusieurs de ces colonnes à des endroits clés du bâtiment. Est-ce que cela ressemble à quelque chose que le feu peut faire? Tous ces ingénieurs structurels ont fait des déclarations similaires. Nous devrons donc nous demander s'il existe des preuves de l'existence d'un tel phénomène. Par exemple, la thermite et les matières incendiaires utilisées par l'armée pour couper l'acier comme un couteau chaud dans du beurre. Et oui, nous disposons de preuves provenant de sources officielles. En fait, la FEMA, dans son enquête initiale publiée en mai 2002,
Dans le rapport de l'équipe d'évaluation des performances des bâtiments, décrit dans son annexe C, dans cet examen métallurgique, nous constatons une attaque de l'acier par la corrosion au soufre chaud. Des réactions de type eulectique, jamais observées auparavant, provoquant une fusion intergranulaire, une fusion de l'acier à environ 3000 degrés Fahrenheit, soit la moitié en degrés Celsius, est capable de transformer une solide poutre d'acier en fromage suisse, comme nous le voyons sur le morceau coupé à l'extrémité d'une poutre d'acier du World Trade Center 7. Monsieur Gage, la FEMA a-t-elle reconnu la présence de termites, de nanothermites sur le site? C'est ce qu'il faut comprendre? Ils ont reconnu la présence de ce qui ne peut être causé que par la termite. Donc, ils ne vont pas jusqu'à la conclusion évidente de leurs observations et études scientifiques très soigneusement élaborées sur cet acier, y compris l'oxydation et la sulfatation rapide. Regardez le fer liquide. C'est du fer fondu. C'est à 1500 degrés Celsius. Du soufre se forme au cours de cette attaque par corrosion à chaud de l'acier. Le soufre est ajouté à la thermite pour devenir du thermate, beaucoup plus efficace pour couper l'acier. Ils décrivent ce que le New York Times appelle le mystère le plus profond, découvert au cours de l'enquête, mais qui est complètement ignoré. En fait, cela a été omis. Le rapport du NIST qui a repris l'enquête en 2002 et fourni son propre rapport ne contient aucune de ces preuves relatives à l'existence de la thermite, notamment en ce qui concerne la présence de soufre. Qui ne peut être fourni que par l'ajout de thermite pour devenir du thermate. Ainsi, l'auteur du rapport de la FEMA, Jonathan Barnett, affirme que les éléments en acier de la pile de débris semblent avoir été partiellement évaporés à des températures extraordinairement élevées. Oui, il parle de 4000 degrés Fahrenheit, c'est à peu près 2000 degrés Celsius. De l'acier évaporé. Oui, ce sont des températures extraordinaires. Et devinez à quelle température brûle la thermite. Elle est conçue pour détruire l'acier dans l'armée. Par exemple, pour détruire les chars d'assaut en acier, etc. Encore une fois, 2000 degrés Celsius. Le fer fondu est le sous-produit de la thermite. Le fer fondu fait des choses comme cela. Il fait fondre les poutrelles. Ce qu'Abol Hassan Astaneh-Hazel, un ingénieur en structure qui a obtenu une bourse de la National Science Foundation pour étudier l'acier, observe et comme il ne sait pas d'où ça vient. D'où vient tout cela? Comment ces matériaux en fusion peuvent-ils attaquer l'acier? Nous voyons également des grappins hydrauliques d'excavatrices qui déversent du métal en fusion sur l'acier. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'aluminium. Et les pompiers décrivent des mares de fer fondu comme de la lave provenant d'un volcan. Nous savons que nous pouvons obtenir une indication des températures de ce matériau par son émissivité, sa lumière, sa couleur. Nous dépassons ici les 1371 degrés Celsius. Nous ne pouvons pas obtenir ces températures dans les incendies de bureaux et nous ne pouvons même pas en approcher avec du carburant d'aviation. Le carburant d'aviation est simplement du kérosène. Et MI Petroleum, le fabricant, dit que le carburant d'aviation brûle à l'air libre à 600 degrés Fahrenheit maximum. Ce sont les arguments de l'autre côté. Ils disent que l'acier a fondu à cause du kérosène. Mais il est prouvé que le kérosène ne brûle pas à une telle hauteur de température. Non, ils ne vont pas aussi loin. Ils nient qu'il y ait eu du métal fondu. Je vous ai montré de nombreux exemples et de nombreux témoins l'ont prouvé. Alors ils l'ignorent parce qu'ils savent que le carburant d'aviation ne peut pas faire fondre l'acier et que cela ne peut même pas le déformer.
Ils affirment que les incendies des 3 structures ont causé la défaillance de l'acier de diverses manières dans le bâtiment 7. Par exemple, en chauffant l'acier sous ces poutres d'acier à longue portée qui poussent une poutrelle qui se dilate dans le sens de la longueur, poussant une poutrelle hors de son siège sur cette colonne particulière, 79, et provoquant la chute de l'étage 13 sur 12 et 11 et ainsi de suite sur 9 étages. Moment où leur théorie de l'initiation de l'effondrement prétend que la colonne 79 s'est déformée et qu'il y a eu un effondrement progressif provoquant la chute de 13 sur 12 et ainsi de suite sur 9 étages. Ensuite, l'effondrement de toute la partie est du bâtiment, puis cette instabilité se déplaçant vers l'ouest sur une distance d'un terrain de football en seulement 6 secondes. Chacune de ces étapes de leur théorie échoue de manière flagrante. Et nous aurons le temps d'y revenir dans notre webinaire, que j'encourage tout le monde à regarder avec le lien richardgage911.org. Nous afficherons le lien. Nous afficherons le lien dans la section des commentaires de nos vidéos et de nos différents canaux. Super. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est la preuve de la présence d'incendies sous la forme de métal en fusion, que l'on a également vu s'écrouler de la tour sud, quelques minutes avant son effondrement. Il ne peut s'agir que d'acier ou de fer en fusion, et pas, comme ils l'ont affirmé, d'aluminium en fusion, qui proviendrait de la fonte de l'avion. Cela ne brille pas d'un orange et d'un jaune éclatant par des températures normales en cours de journée. Nous devons donc nous demander s'il existe des preuves de la présence de catalyseurs d'incendie dans la poussière du World Trade Center. Et oui, le US Geological Survey, dans son analyse détaillée et complète des échantillons de poussière du World Trade Center dans tout le sud de Manhattan, a publié un rapport en 2005. Et qu'ont-ils trouvé? Des milliards de microsphères de ce qui était auparavant du fer fondu. Et attendez un peu. Décortiquons cela. En fusion, oui, parce que nous savons qu'elles étaient en fusion, parce qu'elles se sont formées en sphères. Et nous savons comment cela se produit, parce qu'à l'instar d'un flacon pulvérisateur, la pression de l'eau, c'est-à-dire avec des liquides sous pression, il se forme des sphères grâce à la tension superficielle, comme les gouttes de pluie par exemple. Nous avons donc des milliards de ces sphères. Elles ont à peu près le diamètre d'un cheveu humain. Elles sont en fer. Nous n'avons pas utilisé de fer dans nos gratte-ciel depuis 100 ans. D'où vient ce fer? Le fer fondu est un sous-produit de la thermite. Et ces particules se sont formées pendant l'événement, selon R.G. Lee, qui indique que jusqu'à 6% de certains de ces échantillons sont des microsphères de fer fondu. Elles sont omniprésentes, elles sont partout. Donc, en fait, soyons clairs, ces sphères ne proviennent pas des poutres en acier. C'est du fer. Ce n'est pas de l'acier. Ce sont des boules de fer, des micro-boules de fer. Oui, c'est élémentaire. Les petites boules de fer qui ont été formées par le processus de fusion de l'acier avec la thermite sont devenues des aérosols de fer. Est-ce que j'ai bien compris? Le fer fondu est sous pression et alors se produit une réaction chimique incendiaire violente sous pression. Le liquide se forme en sphères. C'est ce qui a été découvert non seulement ici par le US Geological Survey, mais aussi dans tous les échantillons. En fait, l'EPA affirme que ces craintes sont si nombreuses et si omniprésentes qu'elles caractérisent la poussière du World Trade Center. En d'autres termes, il ne s'agit même pas de poussière du World Trade Center si elles ne contiennent pas toutes ces microsphères de fer fondu. En fait, il y en a jusqu'à 4 tonnes. Par extrapolation, vous pouvez calculer quelle quantité il y a dans toute la poussière dans la zone des 3 miles carrés de New York.
C'est le produit de la termite. Pour être clair, c'est le produit de la termite. Cela ne peut être que cela, surtout en combinaison avec la découverte de fer fondu s'écoulant des excavateurs à pince. Surtout en concert avec les témoins oculaires de fer fondu s'écoulant le long du canal ferré comme de la lave, disent-ils. Ainsi, si nous voulons connaître la réponse à votre question, l'un des moyens d'y parvenir est l'expérimentation. L'expérience est l'arbitre des hypothèses concurrentes. Nous avons donc ici une très petite expérience de termites. Et ce que nous voyons, ce sont des milliers de ce qui ressemble à des étincelles. Mais ce sont des objets solides. Il s'agit de fer fondu. Elles refroidissent et tombent dans la casserole. Et en tant que sphère, à cause de la tension superficielle, c'est le même concept qu'un flacon pulvérisateur. Nous devons donc nous demander s'il existe des preuves de l'existence de termites non enflammées. Parce que tout cela était de la termite enflammée. Une équipe de 8 scientifiques internationaux dirigée par Niels Harrod, ici à Copenhague, étudie la poussière. Qu'ont-ils trouvé? Des milliers d'éclats rouges et gris, des éclats rouges et gris à double couche, rouge d'un côté et gris de l'autre. Ils sont imbibés dans un liquide. En d'autres termes, comme de la peinture. Ils pensaient que c'était de la peinture, mais elle est attirée par un aimant. Ce n'est donc pas de la peinture. La peinture primaire a donc une forte teneur en fer, mais elle n'est pas attirée par un aimant. Elle ne contient pas ce niveau de fer. Très curieux, ils étudient donc cette couche rouge et grâce à la spectroscopie de dispersion de l'énergie des rayons X, ils déterminent qu'il s'agit bien d'oxyde de fer, le principal ingrédient de la termite. Ils trouvent également de l'aluminium qui est l'autre ingrédient de la termite. La combinaison de ces deux éléments produit de nombreuses microsphères de fer fondu. Excusez-moi, je reviendrai sur le fait que ces débris sont de très haute technologie. Car lorsqu'on zoome avec un microscope électronique 50 000 fois, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des cristaux d'oxyde de fer, des cristaux de forme rhomboïdale, à l'échelle nanométrique, 1000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu humain, ainsi que des plaquettes d'aluminium. Les ingrédients de la termite sont ceux dont la couche rouge est principalement composée, et ils sont placés dans une matrice de manière organique d'oxygène, de silice et de carbone. La matière organique est ce que l'on ajoute au TNT pour obtenir l'effet de souffle, car les gaz se dilatent si rapidement qu'ils renversent les objets. C'est ainsi que fonctionnent les explosifs. En revanche, les incendiaires comme la termite fonctionnent grâce à une chaleur massive, à savoir 2000 degrés Celsius, alors que les incendies de bureaux sont 4 à 6 fois inférieurs à ces températures. Et que le carburant d'aviation l'est encore moins. Ils ont donc fait des recherches. Ils ont trouvé ceci, développé par Lawrence Livermore Lab. Il s'agit de composites explosifs superthermites basés sur des réactions thermites. Ils ont pris un produit incendiaire et l'ont modifié pour le rendre plus explosif. C'est ce qu'est la superthermite, grâce au mélange extrêmement fin d'aluminium et d'oxyde de fer. De plus, lorsque la taille de ces matériaux passe à l'échelle nanométrique, le volume de la surface augmente de façon exponentielle. La réaction énergétique est extrêmement rapide. Dans la littérature scientifique mentionnant cela, il est d'ailleurs dit que cela provoque une chaleur intense. Cela s'enflamme à environ 420 degrés Celsius. Et c'est exactement ce que l'équipe de Niels Harrod a trouvé dans les échantillons qu'elle a placés dans le calorimètre différentiel à balayage et qui ont produit à 420 degrés Celsius les mêmes résultats que ceux obtenus dans la littérature scientifique. Ils savent donc ce que c'est,
Ce n'est pas de la peinture. Ils se disent « Oh mon Dieu, non seulement cela, mais cela crée en s'enflammant des microsphères de fer fondu avec la même réaction chimique que les microsphères de fer fondu. La même signature chimique que les microsphères de fer fondu trouvées dans la poussière du World Trade Center par le US Geological Survey et R.G. Lee et d'autres, de sorte que nous savons exactement d'où viennent ces microsphères de fer fondu. Nous savons donc exactement d'où proviennent ces microsphères de fer fondu. Elles proviennent de ces éclats gris-rouges qui se trouvent dans toute la poussière. Comme si nous ne le savions pas, on les a trouvés attachés à des éclats gris-rouges partiellement enflammés, comme vous le voyez ici. Ce sont des échantillons réels, n'est-ce pas, pris sur place? Oh oui, absolument. Et non seulement cela, mais ce que tout cela montre, c'est qu'il s'agit d'une technologie de pointe. Ce n'est pas de la peinture et ce n'est pas fabriqué dans une grotte en Afghanistan. Elles sont fabriquées uniquement dans les laboratoires les plus avancés et les plus sophistiqués du ministère de la Défense, comme le Lawrence Livermore Lab. Il conclut donc que la couche rouge de cet article scientifique de 25 pages, évalué par des pairs, est un matériau thermitique actif qui n'a pas réagi et qui incorpore des nanotechnologies. Il s'agit d'un matériau pyrotechnique ou explosif hautement énergétique. C'est documenté. Ces éclats rouges sont de la thermite qui n'a pas été enflammée, qui n'a pas brûlé. C'est exact, non enflammé ou partiellement enflammé, ce que nous venons d'observer. Lorsqu'ils sont complètement enflammés, ils produisent du fer fondu sous les différentes formes que nous avons déjà examinées. Toutes les preuves que nous avons examinées ne peuvent donc être que thermitiques. Et nous voyons maintenant qu'il s'agit d'une forme spéciale de thermite appelée nanothermite. Nous devons donc nous demander s'il s'agit d'une démolition contrôlée. Non pas avec des explosifs traditionnels à haute énergie comme le C4 ou le RDX, mais avec de la thermite. Oui. Et nous avons des charges thermitiques activées de type cutter qui ont été brevetées avant le 11 septembre. C'est donc une option qui aurait pu être utilisée. Les charges creuses forcent le fer fondu à traverser l'acier. C'est donc une option qui aurait pu être utilisée. Les charges creuses forcent le fer fondu à traverser l'acier, en canalisant l'émission de ce fer fondu et en la dirigeant vers l'acier. J'ai vu plusieurs photos de poutres en acier littéralement coupées en diagonale, comme une coupe nette en diagonale. Est-ce que ces poutres coupées entrent en ligne de compte dans votre théorie? Est-ce utilisé conjointement? C'est possible. Les coupes à 45 degrés sont courantes dans l'industrie de la démolition contrôlée. On trouve des coupes à 45 degrés au World Trade Center. Les coupes à 45 degrés sont également réalisées par des objectifs thermiques, parfois en fonction du but recherché, en particulier pour les coupes verticales. C'est pour cette raison que nous ne les présentons pas dans notre exposé. Car les monteurs de charpente métallique ont réalisé certaines de ces coupes après l'effondrement des tours. Mais ce que nous avons ici, ce n'est pas seulement une dizaine de caractéristiques clés, mais aussi des caractéristiques très inhabituelles de démolition contrôlée. Il s'agit d'une preuve claire de destruction par des incendiaires. Dans le cas du bâtiment 7, et le feu ne peut créer aucune de ces caractéristiques, et encore moins les 10, avec des épreuves circonstancielles supplémentaires, des preuves concordantes et des témoignages oraux des premiers intervenants que nous aurons le temps d'approfondir lorsque nous disposerons d'une heure ou deux. Cet ensemble de preuves a convaincu plus de 3600 architectes et ingénieurs qui ont signé la pétition, exigeant une nouvelle enquête et mettant de ce fait leur réputation en jeu. Des millions d'autres ont signé la même pétition qui est disponible ici même sur notre site internet richardgage911.org. Beaucoup d'entre eux apparaissent dans la série de 30 épisodes dont nous avons présenté le premier épisode hier soir et aujourd'hui.
Vous pouvez voir cet épisode qui est la présentation publique, l'introduction du reste des épisodes. Vous pouvez le voir sur le site web richardgage911.org. Nous réalisons cette série de films intitulée 9/11, Crime Scene to Courtroom, le 9 septembre, de la scène du crime à la salle d'audience, afin de fournir au grand jury spécial un ensemble de preuves authentiques et fiables étayées par des experts dans ce montage de 30 épisodes qui leur sera transmis pour compléter les 60 pièces à conviction qui ont déjà été soumises au procureur américain en vue d'une enquête du grand jury spécial. Et nous inclurons dans cette série la deuxième moitié de cette série, les preuves concernant les tours jumelles du World Trade Center. Parce que si vous pensiez que les preuves concernant le bâtiment 7 étaient convaincantes dans la dernière demi-heure, qui est un très bref aperçu des preuves, alors vous remarquerez également que les tours jumelles sont très très suspectes et qu'elles justifient une enquête et une réévaluation beaucoup plus approfondie. Car il suffit de regarder les deux tours qui s'effondrent de la même manière. Même si elles ont subi des dommages très différents dus aux avions et aux incendies dans chacune d'elles, elles s'effondrent en produisant d'extraordinaires gerbes vers le haut, vers l'extérieur et en arc de cercle, semblables à une géométrie de feux d'artifice. Des sections d'acier structurel volant librement et éjectées latéralement à 130 km/h, qui atterrissent jusqu'à 183 mètres dans toutes les directions. Il ne s'agit pas de la conséquence d'un effondrement gravitationnel, comme on nous l'a dit. C'est très très différent. Regardez les sections d'acier suivies d'un épais nuage de fumée blanche. Ce n'est pas de la fumée. Il s'agit de cendres d'oxyde d'aluminium. Et pourquoi savons-nous cela? Parce que les extrémités des poutres d'acier ne sont pas inflammables. Les incendies du bureau ne brûlent pas les poutres ou les colonnes d'acier. Il se passe quelque chose d'autre à l'extrémité de ces poutres et colonnes d'acier, ce qui est typique des réactions thermiques. Elles produisent non seulement du fer fondu, mais aussi des cendres d'oxyde d'aluminium en grande quantité, comme vous le voyez ici. Par conséquent, en observant l'effondrement, nous pouvons dire qu'il ne s'agit pas seulement d'incendiaires, en fait, et c'est clairement le cas, mais d'explosifs à haute énergie, des milliers d'entre eux, provoquant une pression latérale qui projette ces poutres jusqu'à 183 mètres dans toutes les directions. Il s'agit là d'un témoignage extraordinaire en soi qui détruit le World Trade Center 7. Qui ne le détruit pas, veuillez m'excuser, qui le percute. Mais le NIST lui-même, l'Institut national des normes et de la technologie, a reconnu que l'impact de l'acier n'était pas un facteur dans le déclenchement de l'effondrement de l'immeuble. D'ailleurs, si c'était le cas, et si ce bâtiment avait été si violemment endommagé du côté sud, face à la tour nord, la tour jumelle, il se serait effondré vers la tour. Mais ce n'est pas le cas, comme nous l'avons vu. Nous sommes donc à nouveau en présence de preuves directes de la destruction par des explosifs. En observant la façon dont le bâtiment s'écroule, on nous dit que la partie supérieure des tours a entraîné une poussée du reste de la structure vers le sol et qu'elle s'est ensuite détruite elle-même. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici, n'est-ce pas? La partie supérieure s'effondre. La partie supérieure s'effondre, se télescope sur elle-même. Les impacts des avions sont ici. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a de mouvement à cet endroit que quelques secondes plus tard. Cette partie supérieure est détruite de l'intérieur.
Et nous savons ce qui a produit cela parce que nous en avons déjà vu les résultats dans cette présentation. En outre, il s'agit d'un mouvement uniforme vers le bas. Il n'y a pas de secousse, ni de flottement lorsque cette partie supérieure rencontre l'acier froid, dur et intact, qui est en dessous. Elle le traverse simplement en douceur, comme s'il n'existait pas. Il n'y a pas de résistance, comme si ça traversait l'air, comme une balle qui tombe. Presque, presque. Le bâtiment 7 n'a eu aucune résistance pendant un tiers de sa chute de 7 secondes. Ici, nous n'avons que 64% de chute libre, ce qui signifie qu'il accélère encore et qu'il va de plus en plus vite, tout droit à travers 80 000 tonnes d'acier froid et dur, intact, qui fait que 90% de sa force a été enlevée. C'est là, vous pouvez suivre cette équation à partir des 64% de chute libre qui sont facilement mesurables, en regardant le parapet supérieur et en constatant qu'il tombe de plus en plus vite à chaque seconde. En fait, le récit officiel nous dit que la partie supérieure a détruit la partie inférieure. Il s'agit d'une théorie mathématique élaborée par le magicien Zdeněk Bazant, appelée théorie de l'écrasement. La partie supérieure écrase la partie inférieure, puis s'écrase elle-même, ce qui est ridicule car cela viole complètement la troisième loi du mouvement de Newton. En effet, lorsque deux corps entrent en collision, il y a une force destructrice égale et opposée. Ainsi, la partie supérieure, qui est la plus légère, ne pouvait pas détruire le reste du bâtiment. Ainsi, 2 jours après le 11 septembre, ce professeur de l'université Northwestern de Chicago publie un article extrêmement complexe qui est soumis au Journal of Engineering Mechanics de l'American Society of Civil Engineers. Le reste d'entre nous panique, n'est-ce pas? Nous venons d'être attaqués. Nous ne savons pas quand arrivera le prochain avion. Nous ne savons pas qui nous a fait ça. Et ce type est dans son bureau apparemment en train d'effectuer une série de calculs extrêmement complexes que les ingénieurs ont mis 10 ans à décoder. Nous découvrirons ce qu'ils ont trouvé. Mais oui, il y a une force destructrice égale et opposée. Si vous faites entrer en collision un camion Mack dans une Volkswagen, qui gagne? Le camion Mack. Est-ce que c'est grave si vous faites s'écraser la Volkswagen sur le camion Mack? Non, c'est la partie la plus légère de la structure. Et oui, vous ne pouvez pas détruire l'acier intact, froid, dur et plus lourd. En fait, regardez ça. Les colonnes supérieures de ces tours sont très légères, alors qu'en descendant, elles deviennent de plus en plus lourdes jusqu'à ce qu'à mi-hauteur, elles mesurent 81 cm par 40 cm et ont une épaisseur d'environ 5 cm. C'est à peu près en dessous qu'elles deviennent plus lourdes et qu'elles sont presque en acier massif au niveau de leur base. Donc, aux niveaux inférieurs du World Trade Center, les poutres étaient plus solides et plus grosses qu'au niveau supérieur. C'est bien ça? Les colonnes, oui, c'est une pyramide virtuelle. C'est une pyramide. Elles sont presque en acier massif, 1,32 m par 56 cm à la base. Alors non, la Volkswagen ne va pas pulvériser ce camion Mack. En fait, ce n'est pas le cas. Regardez-la très attentivement ici. Observez la ligne rouge inférieure. Elle ne descend que maintenant après 2 ou 3 secondes. Donc la partie supérieure est en train d'être détruite. La question est de savoir ce qui la détruit, n'est-ce pas? Ça ne détruit certainement pas la partie inférieure. Ça détruit, elle est détruite d'elle-même. D'ailleurs, si elle était là, nous la verrions. Mais aucune des photographies, aucune des vidéos ne montre une partie supérieure détruisant la partie inférieure. Et après cela, qu'observons-nous? Encore une fois, une géométrie de feux d'artifice vers le haut et vers l'extérieur. Des sections d'acier structurel qui volent librement. Dans le cas de la colonne de droite, de la photographie de droite, il s'agit d'un volcan. Nous avons donc déjà vu cela auparavant. À présent, nous disposons d'un cadre de référence pour évaluer ce qui se passe dans les tours jumelles.
Nous avons des objets en fusion éjectés latéralement et qui forment d'épais nuages de fumée blanche. Encore une fois, il s'agit de cendres d'oxyde d'aluminium provenant de réactions thermitiques. Et cet oxyde d'aluminium a également été trouvé dans la poussière, n'est-ce pas? Il ne peut s'agir que de cela, et il est difficile de dire lesquels. Les preuves d'incendiaire, y compris l'aluminium et l'oxyde de fer, sont trouvées dans la poussière. C'était votre question? Oui. Oui, absolument. Nous en avons la preuve. D'ailleurs, s'il y avait une partie supérieure de cette structure haute de 15 étages, dans le cas de la tour nord, haute de 30 étages, dans le cas de la tour sud, détruisant le parc en dessous, on ne verrait pas ces quelques colonnes centrales restantes qui se dressent à 305 mètres dans les airs après la destruction du bâtiment. Elles auraient été écrasées, mais ce ne fut pas le cas. Cette théorie est donc fausse parce qu'elle ne tient pas compte de cet élément, la colonne centrale. Que se passe-t-il alors? Il y a des explosions qui soufflent loin des colonnes centrales, les laissant partiellement intactes, ce qui est complètement occulté par le rapport du NIST. Nous avons reçu 20 millions de dollars, produit 10 000 pages, qui dissimulent ce qui s'est réellement passé, ici, dans les tours. Encore une fois, ils ont été chargés par le Congrès d'expliquer comment et pourquoi les 3 tours se sont effondrées. Mais si nous examinons la deuxième caractéristique de la démolition contrôlée, à savoir celle des explosions, nous avons des témoins. Combien? 186 témoins parmi les témoignages oraux des premiers intervenants, conservés sur bande 1 mois après le 11 septembre, et qui ont généré 12 000 pages de témoignages lus par le regretté professeur Graham McQueen. Qu'a-t-il trouvé dans ces témoignages que le bureau du maire de New York, M. Giuliani, a caché au monde entier? Parce que le monde entier serait trop horrifié d'apprendre ce qui est arrivé aux victimes. Ou une autre excuse pour ne pas les divulguer. Mais ils ont finalement été rendus publics en 2005. Et qu'avons-nous appris? Nous avons senti le sol trembler, on pouvait voir la tour osciller, et ensuite elle s'est effondrée. Encore et encore, nous allons entendre cet enchaînement très spécifique d'événements. Ils entendent, voient et ressentent des explosions avant même que les tours ne s'effondrent. Tout d'un coup, le sol s'est mis à trembler. J'ai eu l'impression qu'un train passait sous mes pieds. L'instant d'après, on a levé les yeux et la tour s'effondrait. Je l'ai ressenti jusque dans mes os. Peu avant la chute de la première tour, je me souviens avoir senti le sol trembler. J'ai entendu un bruit terrible et ensuite des débris ont commencé à voler partout. J'ai vu une série d'éclairs au niveau inférieur du bâtiment. Vous savez, comme lorsqu'ils démolissent un bâtiment. Chaque bruit sourd était précédé d'un éclair orange, puis d'un éclair rouge qui éclatait du bâtiment. Ensuite, il se répandait tout autour du bâtiment, des 2 côtés. Il a vu un certain nombre d'éclats lumineux, bref, qui émanaient depuis l'intérieur du bâtiment, entre le 10e et le 15e étage. C'est bien en deçà d'un effondrement. Il a vu environ 6 de ces brefs éclairs accompagnés d'un crépitement avant que la tour ne s'effondre. J'ai vu des éclairs de faible intensité. J'ai vu une série d'éclairs et ensuite on aurait dit que le bâtiment s'effondrait. Une explosion est apparue au sommet simultanément des 4 côtés du bâtiment. Des matériaux ont été projetés horizontalement, puis il a semblé y avoir un laps de temps avant que l'on puisse voir le début de l'effondrement. Est-ce que la théorie est donc que des explosifs traditionnels ont été utilisés en conjonction avec la thermite? C'est ce que montrent les preuves, absolument, et le NIST l'a complètement omis dans son rapport. Nous avons 186 premiers intervenants qui décrivent ce type d'explosion. Et aucun d'entre eux n'apparaît dans le rapport produit par le NIST qui prétendait avoir interrogé plus des 100 premiers intervenants. Apparemment, ils ont oublié chacun d'entre eux. Oui, allez-y. Et il s'agissait d'explosions au niveau du sol, des explosions au niveau inférieur. Elles n'étaient pas situées au sommet de l'immeuble où les avions se sont écrasés. Les pompiers ont entendu les explosions en bas du bâtiment, n'est-ce pas?
beaucoup et des éclairs de lumière dans le bas du bâtiment. Mais beaucoup de ces explosions ont été entendues dans le bâtiment près du point d'impact des avions. Il y a donc des explosions partout, y compris dans le hall et au sous-sol. Willie Rodriguez est l'un des témoins célèbres, corroboré par 9 autres témoins qui décrivent des explosions massives dans le sous-sol avant même que l'avion ne percute les tours. Apparemment, ils essayaient. Je ne sais pas s'ils ont mal choisi leur moment, mais ils ont enlevé les extincteurs automatiques. Bon, c'est une théorie. Pour s'assurer que ces incendies se développaient et ne seraient pas éteints par les extincteurs. La troisième caractéristique est qu'il s'agit d'un effondrement droit vers le bas et symétrique. En fait, regardez l'anneau d'explosion. Comme l'ont décrit les pompiers tout autour du bâtiment, tout autour de chaque face du bâtiment, dans les 2 tours. Nous avons donc des dommages asymétriques dus aux incendies et aux impacts d'avions en haut, mais des dommages symétriques absolus tout en bas. Regardons les explosions de l'un des coins du bâtiment dans cette vidéo en boucle. Que voyons-nous? Je vois une douzaine d'explosions indépendantes et isolées, et vous pouvez maintenant calculer sur la base de ces preuves combien d'explosions ont été nécessaires pour détruire les colonnes du périmètre de ce bâtiment. Ces explosions ont donc dû être prépositionnées, des charges prépositionnées pour couper d'une certaine manière. Il ne s'agit pas d'une arme nucléaire qui explose. Ce n'est certainement pas un bâtiment qui s'effondre. Et ce ne sont certainement pas des armes à énergie dirigée qui font céder l'acier. Non. Il s'agit d'explosions indépendantes que nous venons de montrer et qui sont également montrées ici lorsque nous examinons la 4e caractéristique. Des éjections explosives isolées se produisant non seulement 20 étages plus bas, mais aussi 40 étages plus bas que la zone de destruction, dont on nous dit qu'il s'agit d'un effondrement. S'il s'agit d'un effondrement, pourquoi voit-on 60 étages plus bas des éjections ponctuelles de matériaux de construction solides? Ce sont des explosions, n'est-ce pas? Des explosions. Ce que nous voyons, ce sont des éjections ou des explosions. Oui, et nous les voyons ici, aussi dans la tour sud. Même après que le bâtiment a commencé à perdre son intégrité au point d'impact des avions, en raison des explosions qui s'y sont produites. Il y a d'autres explosions sur le côté gauche, une douzaine dans cette vidéo en boucle. La tour sud est donc détruite de l'intérieur, ce qui pourrait expliquer l'éclatement. La structure elle-même doit être brisée pour que la partie supérieure perde sa rigidité, afin qu'elle ne puisse pas agir comme un objet solide tombant autour du point d'appui des impacts d'avion et qu'elle ne tombe pas comme un solide dans les rues en contrebas. Après, cela se replie en une série complète d'éléments sectionnés. Nous devons également examiner la 7e caractéristique, qui est une caractéristique très inhabituelle de la démolition contrôlée, où les explosions soufflent ces sections d'acier structurelles, qui pèsent de 4 à 8 tonnes, s'empalant dans les structures, les gratte-ciel tout autour des tours, détruisant le Winter Garden à 200 mètres de là. Comment fonctionne un effondrement? Vers le bas, la gravité agit vers le bas. Que se passe-t-il ici? Ça sort vers le haut, vers l'extérieur. Des sections d'acier structurel éjectées qui, dans ce cas précis, sortent. Et attendez une minute, revenons en arrière. C'est vers l'extérieur, ce n'est pas vers le bas. Encore une fois, la gravité agit vers le bas. Quelle est la force qui fait que cette unité de mur périmétrique en acier structurel de 4 tonnes est éjectée suffisamment loin pour frapper le World Trade Center 7 à cet endroit? Non, la gravité agit vers le bas. Il y a assez d'énergie ici pour tirer un boulet de canon de 200 livres sur 3 km.
Et il y en a des centaines et des centaines. L'équation énergétique est donc très éloignée de la réalité et l'on tente de l'expliquer par un effondrement gravitationnel. En fait, selon la FEMA, il s'agissait d'un rayon de débris de 350 mètres de diamètre, mais il se situe bien en dehors du site du complexe du World Trade Center. Encore une fois, les Winter Gardens ont été détruits à 200 mètres de là. Au fait, Alexis, nous avons un problème. Si 100 000 tonnes d'acier sont réparties en dehors de l'empreinte du bâtiment, était-elle disponible pour écraser le bâtiment 7? Non, parce que si c'était le cas, on verrait une pile d'acier, dont 80 000 tonnes qui seraient hautes de 20 étages ou plus. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Il ne peut donc pas avoir été écrasé. Comme il y a une grande quantité d'éjections latérales, la matière du bâtiment est projetée latéralement. Elle n'est pas incluse dans l'effondrement. Cela réduit la force de l'effondrement, de sorte qu'il n'y a pas la force pour écraser les niveaux inférieurs, puisqu'elle est éjectée à l'extérieur. Ce qui rend encore plus difficile d'expliquer pourquoi le sommet écrase tous les niveaux inférieurs, puisque toute la matière est éjectée à l'extérieur. Absolument. Il n'a pas la masse nécessaire en tant qu'unité ou en tant que pièce individuelle pour écraser tout ce qui se trouve en dessous de lui. Si 90% ou plus de 95% de la matière est éjectée latéralement. Par exemple, pour nos téléspectateurs, vous avez utilisé l'exemple de la Volkswagen qui heurte le camion tout à l'heure. C'est comme si, en heurtant le camion, elle devenait de plus en plus légère, devenant finalement comme une moto, et continuait à détruire le camion. Donc, ça a encore moins sens, n'est-ce pas? J'apprécie cela, je l'ajouterai à mon analogie. Cela a de moins en moins de sens. Nous devons donc nous demander ce qui écrasait le bâtiment. C'était peut-être le béton, parce qu'il y avait 110 planchers, des planchers en béton, de 10 et 20 cm d'épaisseur. Ils étaient coulés sur des plateaux métalliques soutenus par des poutrelles en acier léger. Nous cherchons donc 110 de ces assemblages empilés au sol. Mais nous n'en voyons pas 50. Nous n'en voyons pas 10. Nous n'avons même pas 1 hectare de surface. C'est très difficile de trouver le moindre élément de système des planchers. Dans un véritable effondrement gravitationnel, ça fait comme des crêpes comme celle-ci au Mexique. Mais pas ici. Qu'est-il arrivé aux 90 000 tonnes de béton? Oh, les voilà pulvérisés en plein vol. Toutes les photos, toutes les vidéos montrent exactement cela. Le béton est pulvérisé. Non seulement il est pulvérisé, mais il se répand dans le Lower Manhattan en vagues incroyables de poussière qui étouffaient tous les habitants de Lower Manhattan et qui s'est répandu dans tout Lower Manhattan sur une zone de 5 km², dans cette couverture d'environ 9 cm d'épaisseur. Cette poussière sur la route, c'est censé être les planchers en béton, n'est-ce pas? Ils ont été pulvérisés, transformés en poussière. C'est exactement ce que l'enquête géologique américaine a trouvé dans toutes ses études sur la poussière. Jusqu'à 30% de ces échantillons de poussière sont du béton. Donc, nous savons où le béton est allé. Qu'est-ce qui peut transformer des planchers de béton en poussière? Excellente question. Les explosifs à haute énergie pourraient certainement expliquer cela. Il y en a beaucoup et c'est la théorie que nous avons. Et peu importe ce qui l'a transformé en poussière, quelque chose l'a certainement fait. Et puisque c'est le cas, nous devons nous demander si 90 000 tonnes de béton sont pulvérisées et répandues sur 5 km². Cela n'écrase pas le bâtiment non plus, n'est-ce pas? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé.
Oui, ce n'est pas l'acier qui représentait presque la moitié du poids du bâtiment. Et ce n'est pas le béton qui représente un autre tiers du poids du bâtiment. Cela représente entre 2/3 et 7/8 de la masse du bâtiment qui n'est même pas disponible pour l'écraser. Mais attendez une minute. Zdeněk Bazant n'a-t-il pas utilisé toute cette masse dans ses calculs pour expliquer qu'elle a écrasé le bâtiment en dessous? Oui, c'est bien ce qu'il a fait. Mais pire encore, il a doublé la masse en hauteur. Je vous l'ai dit, il a fallu 10 ans aux ingénieurs pour décoder les données. Lorsqu'ils l'ont fait, ils ont découvert cette fraude de la part de Zdeněk Bazant, qui a doublé la masse de la structure existante, alors qu'elle n'existait même pas. Et il a réduit la résistance des colonnes par un facteur de 3. Il a donc truqué l'ensemble en faveur d'un effondrement. C'est dans le rapport du NIST et c'est une fraude officielle. C'est une fraude scientifique avec des chiffres frauduleux. Le rapport du NIST s'appuie sur ce calcul pour prouver sa théorie de la rupture des colonnes jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Il s'agit d'une fraude totale. En fait, cette fraude a été dénoncée par des ingénieurs comme Tony Zambotti, Richard Jones, Gregory Suladzinski, qui ont produit des articles et les ont publiés dans certains cas. Mais la revue Journal de mécanique de l'ingénieur n'a pas voulu publier ces articles. Pourquoi? Ils ont dit qu'il était hors sujet. Mais attendez une minute. En quoi est-il hors sujet de publier un article qui remet en question un article précédemment publié, qui était apparemment pertinent? Non, ce n'est pas un hors-sujet. Un procès est en cours en ce moment même pour tenter de faire rendre des comptes aux dirigeants de la Société américaine des ingénieurs qui refusent de publier cet article contestable. Après avoir examiné les preuves, on se dit « Mon Dieu, il s'agit de la défaillance structurelle la plus importante et la plus déroutante de l'histoire. Il y a 400 camions par jour, 2 semaines après le 11 septembre. En fait, le jour même du 11 septembre, un grand nombre d'entre eux est arrivé. Ce sont des preuves légales qui ont été expédiées en Chine pour y être recyclés, avant que les enquêteurs ne puissent mettre la main dessus et procéder à un véritable examen légal de l'acier. Il s'agit de la destruction illégale de preuves sur une scène de crime, ce qui a poussé Bill Manning, rédacteur en chef du magazine Fire Engineering, à s'écrier « Des preuves cruciales susceptibles de répondre à de nombreuses questions sont en train de prendre le bateau pour la Chine », ce qui témoigne de l'ignorance stupéfiante des fonctionnaires gouvernementaux quant à la valeur d'une enquête scientifique minutieuse. La destruction et l'enlèvement de preuves doivent cesser immédiatement, mais ce n'est pas le cas. Nous devons donc nous demander si nous disposons de preuves de la démolition explosive des tours jumelles. Et oui, 10 caractéristiques essentielles de cette démolition et certaines caractéristiques très inhabituelles, comme l'utilisation d'incendiaires et l'explosion du bâtiment, ne sont pas caractéristiques. Le feu, qui est la cause officielle de l'effondrement de ce bâtiment ainsi que quelques colonnes brisées par les avions, ne peut expliquer aucune de ces caractéristiques, et encore moins l'ensemble d'entre elles. Et avec des preuves circonstancielles supplémentaires et des témoignages corroborants, nous avons la preuve d'une démolition contrôlée. Encore une fois, même dans le peu de temps que nous avons passé ensemble, un ensemble de personnes qui sont convaincues, des milliers d'architectes et d'ingénieurs qui comparaîtront, dont beaucoup dans le film 911 de la scène de crime au tribunal, nous présentons des preuves tangibles dans 911 des crimes au tribunal et vous pouvez coproduire ce film. Nous encourageons tout le monde à s'impliquer et à s'assurer que nous disposons des ressources nécessaires au processus de post-montage dans lequel nous nous trouvons actuellement après avoir présenté l'épisode 1 sur 30. Vous pouvez le regarder, vous devriez le regarder sur le site web. Il y a 2 sites web. Il y a un site internet du film désormais qui est 911 crimescene2courtroom.org. En plus court, 911c2c.org.
Une fois que vous y êtes, vous pouvez nous aider. C'est très important que vous le fassiez car nous avons appris que la guerre d'Afghanistan a englouti 14 000 milliards de dollars de l'argent de vos arrière-petits-enfants, si tant est qu'elle puisse un jour être remboursée, et que la guerre de l'après 11 septembre a coûté jusqu'à 8 000 milliards de dollars. Nous avons perdu tant de libertés civiles, non seulement en Amérique ici, mais aussi au Canada, en instituant votre propre version du Patriot Act et en perdant des libertés civiles par le biais de la loi d'autorisation nationale de défense dans notre pays, le Patriot Act, la loi des commissions militaires qui a permis à notre gouvernement et au vôtre, comme je l'ai vu, d'arrêter n'importe qui sans droit à un avocat, à un procès, à un jury. Ici, nous pouvons même être torturés et assassinés. Tout cela se produit encore aujourd'hui à la suite du 11 septembre, de ce qui s'est passé là-bas et des attaques. Et vous avez été entraînés là-dedans au Canada en raison de votre alliance avec notre pays par le biais du traité de l'OTAN. Ce qui signifie que depuis que l'Amérique a été attaquée, vous devez nous aider à envahir l'Afghanistan et l'Irak et tuer 2 millions d'Afghans et d'Irakiens et à consommer ou à prendre le contrôle des ressources géostratégiques de chacun de ces pays, le pétrole et l'opium. Nous pourrons aborder ce sujet plus tard si vous le souhaitez, mais vous pouvez commencer à voir à quel point la vérité sur le 11 septembre est sombre. Le tableau n'est pas beau à voir. Et c'est pourquoi je ne cesserai d'en parler, même après 18 ans, jusqu'à ce que nous ayons une véritable enquête irréprochable qui examine toutes ces preuves de manière impartiale. Vous devez vous demander, après avoir vu certaines de ces preuves, où vous, téléspectateurs, tracez votre ligne dans le sable. Attendez-vous le prochain attentat? C'est ce que la plupart des gens font. Et devinez quoi? Ils n'ont pas vu venir celui-là non plus. Au cours des 3 dernières années, nous avons eu droit à une opération sous faux drapeau encore plus importante, avec l'instauration d'une fausse maladie appelée Covid et d'une fausse solution appelée vaccin. Exactement. Il est temps de dire la vérité. Le 11 septembre a été le point de départ, la phase initiale de la surenchère gouvernementale et du contrôle totalitaire orwellien de la société. Ça a commencé avec le 11 septembre, avec l'élaboration de ces lois, la suspension des libertés. Ils ont fait la même chose avec la COVID. C'est presque la même chose. Il est très important de faire le parallèle entre les deux. Oui, c'est essentiel, absolument essentiel. C'est ce que je voulais porter à l'attention de vos téléspectateurs aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gage. C'était une présentation très claire de l'aspect démolition contrôlée. Je sais que certains de nos téléspectateurs vont demander « Et les avions alors? » Existe-t-il des preuves que les avions ont frappé le World Trade Center, des traces de débris ou des dommages causés par les avions? Quel est le facteur avion? Certains disent qu'il s'agit d'images de synthèse, d'autres qu'il s'agit d'un missile. Moi-même, le jour du 11 septembre, je regardais les informations au fur et à mesure qu'elles se déroulaient et des gens disaient aux informations en direct à la télévision. Certains témoins disaient non. Les journaux télévisés leur demandaient « Avez-vous vu l'avion entrer dans la tour? » Et les gens disaient « Non, c'est un missile, c'est un missile. » Alors, qu'en est-il de l'avion, le missile, l'absence d'avion, les images de synthèse, etc.? Qu'en pensez-vous? C'est très intéressant. Nous avons trouvé de nombreuses preuves de l'impact d'avions sur les tours et je peux vous les montrer en 2 minutes. Vous serez convaincus. S'il vous plaît, allez-y. Vous voyez la diapositive? Oui. Voyez-vous le trou d'impact de l'avion? D'accord, les gens décrivent ceci parce que les vidéos à basse résolution en bas, regardant les tours, les gens se disent « L'avion a juste disparu dans le bâtiment » ou c'est comme un emporte-pièce, comme dans le dessin animé de Roadrunner. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Regardez attentivement la projection orthogonale des dommages. Il ne s'agit pas d'acier coupé par l'avion ou par des explosifs.
L'acier est plié vers l'intérieur, ce qui vous indique une trajectoire de l'avion de l'extérieur vers l'intérieur. Et les ailes elles-mêmes. Le fuselage a en fait creusé ce paramètre. Ces colonnes périmétriques ont été perforées, car l'avion a une masse importante, et les boulons de cisaillement ont été brisés. Chacune de ces colonnes comporte 4 boutons reliant la partie inférieure à la partie supérieure. L'avion a donc complètement cisaillé ces boutons, poussant ainsi l'unité murale qui se trouve au-dessus de cette colonne, dans ce cas précis. Pour les ailes, c'est une autre histoire. Les ailes ont été déchiquetées entre les colonnes, que vous pouvez encore voir qui se trouvent derrière le revêtement en aluminium. Il y a 2 éléments verticaux ici, l'extérieur et le revêtement en aluminium. Bien sûr, c'est tout ce qui a été endommagé. C'est plutôt souple, mais les colonnes d'acier derrière sont encore intactes à gauche et à droite. Et vous voyez que l'aile a été déchiquetée comme un œuf qui passe dans un coupe-œuf. Les colonnes verticales, en particulier ici à l'extrémité de l'aile, sont intactes. Et il y a des gens. Nous pouvons sortir de la présentation. Il y a des premiers intervenants qui n'ont trouvé aucune victime dans les tours. Ils participent à une opération de récupération au lieu d'une opération de sauvetage. Ils ont été mis à la contribution sous la direction du FBI, en particulier des secouristes, comme le capitaine Richard Patterson, qui ramassait des pièces d'avion et les mettait dans un conteneur particulier, le tout sous la supervision du FBI. Nous avons donc des personnes qui ont témoigné que certaines d'entre elles, pour une raison ou pour une autre, se trouvaient dans les toilettes au moment de l'impact des avions et qu'elles ont été retournées. C'est donc l'indication d'une structure massive, d'un impact massif par les avions. Des personnes ont décrit l'oscillation des bâtiments de gauche à droite. À tel point que les cordons des stores des fenêtres se balançaient d'avant en arrière avant que l'effondrement ne se produise. Donc oui, il y avait des avions. Très bien. C'est pour cela qu'il y a tant de questions, mais je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Nous le referons peut-être un autre jour. Monsieur Gage, je vous remercie beaucoup pour votre temps et je dois dire qu'on se souviendra de vous, Monsieur Gage, comme l'un des grands lanceurs d'alerte de notre époque. Je vous félicite donc pour ce que vous faites et vous souhaite bonne chance pour la suite. Je publierai... Je demande juste à vos... je vais demander à vos téléspectateurs de partager cette émission et les autres. Nous en avons fait beaucoup parce que nous ne pouvons pas nous contenter de ces informations. Il faut les diffuser. Faites-en quelque chose, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je disais juste que nous allions publier tous vos liens pour plus d'informations sur toutes nos plateformes, dans la section des commentaires et partout sur nos plateformes, pour que les gens qui veulent plus d'informations puissent vous trouver sur votre site et aller voir vos films et toutes vos références. Je vous remercie. Merveilleux. Merci, M. Gage. Merci beaucoup. Merci, Alexis. J'apprécie énormément. Merci à vous. Voilà, c'était notre entrevue avec Richard Gage. Très technique. On essaiera de trouver des personnes qui pourront le traduire, si possible, d'ici peu de temps. Je vais publier, évidemment, les liens de la page de Richard Gage, richardgage911.org, un petit peu partout sur mes plateformes. Allez, il y a énormément de matière là-dessus. Je rappelle que Richard Gage est un architecte et qu'il s'est concentré aujourd'hui surtout sur l'aspect de la démolition contrôlée parce que, il y a énormément d'aspects techniques dans le 11 septembre. Hein, il y a différents facteurs, mais et pour aller au fond des choses, il faut vraiment couvrir un facteur, je veux dire, certains éléments en profondeur, puisqu'ils sont réfutés et contestés par les médias. Alors, quand on va en profondeur et on utilise la science, on est capable de réfuter complètement la trame narrative officielle, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a montré qu'il était certain que
différents types d'explosifs ont été utilisés pour faire s'effondrer la structure, notamment de la nanothermite, qui a eu aussi des fraudes dans le rapport de la NAST, en augmentant la masse du bloc supérieur qui s'est effondré sur le reste. Donc, ils ont augmenté la masse du bloc supérieur et ils ont réduit la masse des piliers en dessous d'un tiers, je pense. Et donc, ces fraudes-là sont démontrées. Et c'est la seule façon, c'est seulement en fraudant, comme avec la COVID, c'est seulement en fraudant sur les chiffres qu'ils sont capables de défendre leur théorie. Tout ça, ça a été démonté dans cette entrevue aujourd'hui. Je rappelle aussi qu'il ne ferme pas entièrement la porte aux armes à énergie dirigée, puisqu'il dit, à un moment donné, il dit whatever caused the country to be vaporized. Hein, quel que soit, lui, il dit que c'est possible avec des explosifs à très haut niveau d'énergie, mais whatever, quelle que soit la raison qui a causé cette vaporisation du béton. Et donc, c'est ça. Moi, je vous dis que si c'était des explosifs, on aurait trouvé beaucoup plus de morceaux entiers. Or, c'est de la poudre. Et donc, ça pose un problème. Il montre aussi que avec ce qu'on vient de voir, les dommages à la façade de l'édifice, qui a bel et bien quelque chose qui est entré, qui a percuté l'édifice. Il dit que les ailes ont été shreddées, comme on pourrait dire, sont passées à travers comme... j'ai pas le mot là, mais c'est ça, l'aluminium, c'est plus léger que le fer, et donc les ailes ont été sectionnées par les piliers, mais au niveau du trou central, les piliers sont pliés vers l'intérieur. Donc, quelque chose est vraiment rentré dans la structure, et il dit que ce sont les boulons qui tiennent les poutres ensemble qui ont sauté par l'impact. Et donc, ce ne sont pas les poutres qui ont cassé, mais ce sont les boulons eux-mêmes qui ont sauté, c'est ce qu'il expliquait. Donc, à réécouter dans les détails, ce qui est important à se rappeler aussi, c'est que le 11 septembre, c'est le début de la mort des médias, puisqu'ils ont tous fait le silence là-dessus. Hein, c'est le début de ce qu'on a, de l'entreprise de la centrifugeuse, c'est-à-dire tout le monde qui posait des questions dans les médias sur le 11 septembre se sont fait renvoyer, se sont fait imposer le silence, etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu la distinction entre des vrais journalistes et ceux qui se taisent et qui suivent la trame narrative officielle. Et c'est aussi le moment où on a commencé à voir nos droits suspendus et notre liberté diminuer, et voir l'État prendre de plus en plus de pouvoir sur nous avec des capacités de surveillance accrues, l'État sécuritaire et tout et tout. Et donc, c'est un événement extrêmement important à comprendre. Et si on est capable de démonter cet événement-là dans les détails, c'est-à-dire que pour l'histoire, si pour l'histoire, on est capable d'aller à fond, au fond des choses dans cet événement-là, on va faire en sorte que les générations futures ne seront plus jamais pris dans ce genre de stratagème, dans ce genre d'opération psychologique contre la population, contre les populations occidentales. Parce que ici, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement s'est retourné contre sa population. Et c'est ça le crime ici. Comme avec la COVID, le gouvernement s'est retourné contre sa population. Voilà. Je vous laisse là-dessus, sinon ça va être trop long. On se donne rendez-vous ce dimanche pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Comme le dit Richard Gage, partagez massivement. Et si vous voulez continuer à avoir ce genre de contenu, vous savez comment nous aider. Ce sont les ressources habituelles. Vous avez les liens dans les commentaires sous la vidéo. Voilà. Allez, merci à tous ceux qui partagent et salut tout le monde.